Bonjour, seconde vidéo du 27 juillet 2022 et je vous avais annoncé dans la première de la journée que j'en ferai une seconde. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait énormément d'informations, que j'allais vous les donner un peu en vrac, que je risquais de faire quelques erreurs de fait, faute d'avoir des notes sous les yeux au moment où je fais ces vidéos. Et je voulais venir avec un complément, peut-être voilà, corriger certaines choses. Et heureusement, bon, j'ai rien trouvé à corriger. Il y avait une chose que je ne savais pas, c'était le nom de la personne qui s'était trouvée à la grande surprise de Monsieur Cipollone, qui était donc un avocat de, non pas de Trump, mais un avocat du cabinet de Trump à la Maison Blanche, qui s'était retrouvé avec un jour devant un groupe de personnes dont certaines il ne connaissait pas du tout, certaines autres il se disait qu'il n'avait absolument rien à faire là, dont Monsieur Rudy Giuliani, qui était donc l'avocat personnel de Monsieur Trump, et un certain nombre d'autres personnes connues du monde extérieur, mais qui étaient là essentiellement en tant que complotistes. Et je vous ai parlé d'une personne qui était donc le président à une époque de la compagnie Overstock. Je ne vous ai pas donné son nom, c'est Monsieur Patrick Byrne. Information supplémentaire que j'ai apprise, je vous disais que Monsieur, je ne vous ai pas dit le nom, mais Monsieur Peter Strzok, qui à une époque a été déboulonné par Trump, essentiellement parce qu'il était le grand spécialiste voilà, de l'infiltration russe, des infiltrations russes, des tentatives voilà, comment dire, d'interférence russe aux États-Unis. C'était un poste qu'il avait avant que M. Trump soit nommé à la Maison-Blanche, au FBI. Et bien entendu, c'était une personne à abattre pour Trump parce qu'il savait trop de choses. Maintenant, il est professeur dans une université et il intervient souvent voilà, en tant que témoin. Et il avait appelé l'attention, c'était le 22 juillet, c'est quoi, c'est il y a 5 jours, il avait attiré l'attention dans une tribune libre du Washington Post sur le fait que dans cette équipe voilà, qui se trouvait de manière inattendue à la Maison Blanche, c'est apparemment M. Peter Navarro qui les a fait conseiller sur les affaires de commerce extérieur, qui les avait fait entrer. Et il y avait, disait M. Strzok, il y avait 3 personnes là avec des liens très étroits avec la Russie. M. Giuliani qui a donc défendu les intérêts de personnalités pro-russes en Ukraine. Monsieur Mike Flynn, un général dont on sait qu'il est très bien vu par Vladimir Poutine, qui en particulier, on le montre maintenant pour le moment, voilà, des photos et même une petite vidéo où on le voit assis à côté de Monsieur Vladimir Poutine à un événement à Moscou où il avait été invité par la chaîne RT. Troisième personne, donc ce Monsieur Patrick Byrne, donc président d'une compagnie, mais qui n'avait rien à faire là, et dont Strzok, sur lequel Strzok attirait l'attention en disant que son seul titre, je dirais, de gloire, c'était d'avoir été là, du point de vue politique international, c'est d'avoir été longtemps l'amant de Madame Maria Butina, qui avait été arrêtée sous Trump comme étant manifestement une espionne russe. Elle avait ensuite fait l'objet d'échanges avec la Russie et on peut voir voilà, une petite vidéo qui montre son accueil triomphant quand elle retourne à Moscou. On est là avec des fleurs pour accueillir manifestement une grande patriote. Ce que je ne savais pas, c'est que ce matin, avant d'avoir regardé les dossiers de manière un peu plus approfondie, c'est que ce monsieur Byrne affirme que c'est sur ordre du FBI qu'il était l'amant de Madame Butina. Et donc, voilà qu'il était en mission, sans doute pour la surveiller. Monsieur Strzok dit en particulier que, bien qu'il était au FBI à l'époque incriminé par ce monsieur Byrne, il n'avait jamais entendu parler de ce monsieur Byrne avant les jours récents, quand on a su qu'il se trouvait là, donc à
à la Maison-Blanche. Une chose qui frappe tout le monde pour le moment, c'est sur l'impact que vont avoir qu'ont en ce moment deux entreprises d'ordre tout à fait différent. Cette commission d'enquête du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, sur les événements du 6 janvier, et ce qu'on apprend maintenant des enquêtes et des poursuites qui sont en cours au niveau du ministère de la Justice. Et là, on s'aperçoit que ce sont en fait deux entreprises assez différentes, qu'elles mettent en particulier l'accent sur des aspects absolument différents des événements de la présidence Trump. Ce qui frappe l'opinion publique en ce moment, c'est que c'est de l'impact d'abord de la commission d'enquête, qui a donc fait venir un nombre important de témoins, et je crois vous avoir rendu compte dans des vidéos de chacune des 8 audiences qui ont eu lieu jusqu'ici. Et là, il y a un effet manifeste, non pas tellement sur les sondages d'opinion, sur des changements d'opinion des individus, mais qu'en particulier les organes de l'empire de presse de M. Murdoch, un Australien devenu citoyen américain et qui a toujours adopté une position extrêmement pro-Trump, c'est qu'il est en train de le lâcher, en tout cas au niveau de ses publications. J'ai été très très surpris il y a quelques jours quand j'ai regardé, comme je le fais souvent, un éditorial du Wall Street Journal. C'est un excellent journal sur lequel, au fil des années, à l'époque de l'affaire des subprimes, j'étais en contact direct. J'ai échangé beaucoup avec un journaliste en particulier du Wall Street Journal, qui faisait un travail tout à fait considérable sur ce domaine des subprimes qui m'intéressait aussi. Et j'ai toujours attiré votre attention sur la différence entre la qualité de l'information qui se trouve dans ce journal et ce qu'on pouvait lire au niveau des éditoriaux, où là, on a vraiment, je dirais, des représentations archi-conservatrices, le pire qu'on puisse imaginer en matière de recommandations de politique américaine. Et là, j'ai été très surpris, donc il y a quelques jours, en lisant un éditorial, je le fais toujours, je dirais, pour m'informer quand même, bien que je suis souvent assez dégoûté de ce que j'ai lu. Et là, non, il y avait un éditorial très anti-Trump. Et qui disait de manière extrêmement claire que c'était à la suite de ce qu'on avait pu voir des auditions de cette commission sur les événements du 6 janvier, l'insurrection, la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021, que là, manifestement, le groupe éditorial du Wall Street Journal laissait tomber absolument M. Trump, en disant, l'accent mis là, c'était sur le dereliction of duty, l'abandon de poste. C'était la 8e audition qui a été consacrée aux 3 heures pendant lesquelles se déroulent l'émeute et pendant lesquelles M. Trump est retranché dans la salle à manger à la Maison-Blanche, et il regarde les événements with glee, avec jubilation, dit son entourage, et il ignore toutes les pressions qui sont faites par son chef de cabinet, par sa fille Ivanka, d'intervenir, de dire quelque chose. Pendant 3 heures, il ne bouge absolument pas, si ce n'est qu'on sait qu'il est au téléphone avec Giuliani, qui se trouve lui dans un QG, dans un hôtel à l'extérieur de la Maison-Blanche, mais toujours à Washington, où il y a entre autres M. Steve Bannon, son stratège depuis toujours, une grande personnalité de l'extrême droite, non pas seulement américaine, mais aussi internationale. C'est un monsieur qui noyaute, essaye de fédérer les extrêmes droites. On l'a vu avec Madame Marine Le Pen en France, les extrêmes droites au niveau international, et M. Roger Stone, un personnage extrêmement louche qu'on voit souvent avec les milices fascistes américaines, les groupes de suprémacistes blancs comme les Oath Keepers, les 3%ers, les Proud Boys.
et qui se trouve là aussi. Et là, on ne sait toujours pas, au niveau de la commission, on ne sait toujours pas ce qui a pu être dit par M. Trump et M. Giuliani. Ça peut avoir été de la coordination, justement, des émeutes, puisqu'il était question, par exemple, qu'un de ces groupes aille chercher des armes qu'ils avaient stockées pas loin, etc. Et là, la commission ne nous a rien dit à ce niveau-là. Mais ce qu'on apprend en ce moment, c'est que le ministère de la Justice pourrait, lui, très bien savoir un certain nombre de choses. Parce que ce qui apparaît maintenant, c'est que le ministère de la Justice, lui, a mis l'accent sur d'autres choses. Il a d'abord inculpé jusqu'ici 800 personnes qui ont été impliquées, qu'on a reconnues sur des vidéos, etc. 800 personnes qui ont participé à l'invasion du Capitole, en particulier le 6 janvier 2021. Mais par ailleurs, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ce ministère de la Justice a mis l'accent sur d'autres choses. Et ça a été dit donc dans l'interview donnée hier par le ministre de la Justice, M. Merrick Garland, à un journaliste de la chaîne NBC, Lester Holt. Il a dit en particulier ce que nous faisons, c'est à propos de la transition du pouvoir qui doit pouvoir se faire dans notre pays de manière sans incident entre l'ancien président et le nouveau président qui a été élu. Et donc, ils ont mis les enquêtes qu'ils ont faites ont été essentiellement là-dessus. Par exemple, les interférences en essayant de faire intervenir de faux grands électeurs, de réunir des signatures de gens qu'on aurait fait passer pour les grands électeurs alors qu'ils ne l'étaient pas. Et ce que l'on a appris en particulier hier, grâce à un article du Washington Post, c'est que le ministère de la Justice, lui, a en sa possession un grand nombre de conversations téléphoniques, d'enregistrements de conversations téléphoniques, ce dont ne disposait absolument pas de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, de la commission, excusez-moi, la commission de l'Assemblée nationale qui enquête donc sur les événements à proprement parler du 6 janvier. Le ministère de la Justice, lui, apparemment s'intéresse à tout le processus d'interférence avec une bonne transition. Et là, il semble posséder des documents auxquels la commission, elle, n'a pas du tout eu lieu. Ils savent apparemment exactement ce qui a été dit par un certain nombre de personnes. Et donc, quand eux sortiront, je dirais, leurs inculpations, dont on a eu la confirmation hier donc par le ministre de la Justice que c'est pas lui qui a donné la confirmation. Il n'a pas démenti une information qui allait paraître quelques heures plus tard dans le Washington Post et dont il ne pouvait pas ignorer qu'elle serait diffusée, qui est que le ministère de la Justice a engagé avec un grand jury, c'est-à-dire des gens qui vont confirmer que les inculpations vont avoir lieu, que c'est l'ex-président Trump lui-même qui va être visé en particulier, et avec bien entendu l'ensemble des gens qui auront collaboré avec lui. Alors, donc, deux initiatives. Ce qu'on s'est dit, je dirais le public, et en particulier les démocrates aux États-Unis qui ont répété depuis le 6 janvier 2021, il ne se passe rien. Comment est-il possible que ce bonhomme continue à se promener dans les rues et à faire des discours aussi incendiaires qu'auparavant, disant qu'il va gracier tous les gens qui ont participé à l'insurrection du 6 janvier 2021. Tout à coup, ça avait commencé un petit peu quand on a commencé à voir, au mois de juin, on a commencé à voir donc à la télévision en direct des auditions de la commission d'enquête du Parlement. Et maintenant, on apprend d'un seul coup, grâce sans doute à des fuites organisées, que le ministère de la Justice n'était pas du tout idle, qu'il n'était pas assis sur ses mains, qu'il faisait des tas de choses et qu'ils avaient très avancé, mais sur des points précis qui n'étaient pas nécessairement
l'insurrection du 6 janvier. Là, on a arrêté un certain nombre de personnes qui passent en procès des insurgés dans la prise du Capitole, mais que par ailleurs, ils avaient lancé une procédure parallèle qui était de, comme l'a dit dans l'interview le ministre de la Justice, de faire la liste, de faire l'inventaire de toutes les personnes qui sont responsables de la tentative, appelons-le par son nom, de coup d'État, d'interférer avec le processus qui devrait se faire de manière, je dirais, sans à-coups, d'un président sortant vers un président nommé. C'est là-dessus, c'est probablement des juristes qui leur ont dit que c'était ça la partie la plus solide, que c'était là qu'on pouvait sans doute, je dirais, produire des dossiers qui résisteraient à d'éventuels doutes d'ordre, est-ce que ce n'est pas des règlements de compte d'ordre politique? Et il y a une chose, et je vais terminer par là, il y a une chose qui est apparue très intéressante dans l'interview justement de ce ministre de la Justice, Merrick Garland, par Lester Holt de la chaîne NBC. C'est au moment où il pose la question, il dit est-ce que ne joue pas un rôle dans la manière dont vous envisagez-vous les choses au ministère de la Justice, le fait de désordre sérieux dans la nation qui pourrait résulter d'une inculpation du président? Et là, de manière très calme, ce ministre de la Justice, qu'on n'avait pas vu beaucoup jusqu'ici sur cette question, a dit, personne n'est au-dessus de la loi. Et ce type de considération n'intervient pas du tout dans la manière dont un ministère de la Justice intervient. L'air de dire, c'est plutôt au ministère de l'Intérieur de s'occuper des conséquences que cela pouvait avoir. Et là, on a eu une information aussi intéressante, c'est que un commentateur russe influent, à l'époque justement, au mois de décembre et au mois de 2020 et au mois de janvier 2021, un commentateur russe influent avait dit quelque chose de l'ordre de « je sais de sources sûres que les États-Unis sont au bord de la guerre civile ». C'est-à-dire que ce monsieur avait probablement des informations du type de celles que M. Strzok dénonce, c'est-à-dire des informations venant peut-être directement de la Maison-Blanche, soit de Trump lui-même, soit en tout cas de ces personnes que l'on a vues à la Maison-Blanche, soit de ceux qui n'avaient pas été invités officiellement, qui s'y trouvaient quand même, soit encore d'autres personnes. C'est-à-dire un sentiment, je dirais, là aussi de jubilation, mais cette fois à Moscou, du fait d'avoir des personnes, je dirais, infiltrées au plus capables véritablement d'avoir des informations de première main de personnes, en tout cas, qui se trouvent à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il s'agit de M. Giuliani, dont on sait qu'il avait des rapports extrêmement étroits avec des personnalités pro-russes en Ukraine? Est-ce qu'il s'agit du général Mike Flynn? Ou est-ce qu'il s'agit de ce personnage dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là, M. Patrick Byrne, mais qui a été en lien extrêmement étroit, une liaison de plusieurs années, dit-on, avec cette femme, Maria Butina, accusée ensuite et condamnée aux États-Unis comme espionne russe. Voilà un compliment de ma première vidéo d'aujourd'hui, comme promis que je viendrai avec des choses supplémentaires et que je corrigerai éventuellement des erreurs dans ce que j'ai dit. Je n'en ai pas relevé à la réécoute, simplement cette précision supplémentaire que j'ai compris un peu plus, qui était ce monsieur Patrick Byrne, président autrefois de la compagnie Overstock, et dont même M. Cipollone, qui était donc véritablement le juriste principal dans l'équipe à la Maison-Blanche, dit qu'il ne savait absolument pas de qui il s'agissait la première fois qu'il l'a vu là dans le bureau ovale, dans le bureau véritablement du président de la République fédérale des États-Unis, à l'époque, M. Donald Trump.
si j'obtiens d'autres informations, si je trouve d'autres choses, parce que vous savez qu'en plus de ce que je trouve assez facilement dans les journaux et les journaux télévisés, je fouine aussi quand il y a des documents qui sont accessibles ici ou là. Vous savez que dans les grands rapports, comme le rapport Muller avec ses, je ne sais pas, 900 pages, je l'ai lu d'un bout à l'autre, quand il y a des audiences, des audiences, des dépositions, je suis toujours là à regarder ça, sinon en direct quand ça se passe entre 3h et 6h du matin, mais alors en différé, j'essaie de rester informé, je dirais de manière voilà, bien précise de tous les nouveaux développements sur ce genre d'affaires de Trump. C'est un personnage qui me paraît essentiel. Il joue un rôle manifeste voilà, dans la reprise du fascisme dans les pays occidentaux et dans ces tentatives qui... il s'agissait, son coup d'État était un petit peu un truc d'amateur parce qu'il y avait cette stratégie alternative avec beaucoup d'hésitations entre lesquelles il fallait mettre au premier rang. Mais comme dit tout le monde, la prochaine fois, et en particulier s'il est réélu en 2024, il y a un certain nombre d'erreurs qu'il ne refera pas. Et en tout cas, les gens qui l'ont aidé, qui ont été ses complices, eux, qui sont plus malins que lui, les Steve Bannon, les Roger Stone, eux agiront probablement avec davantage de détermination et en ayant tenu compte des erreurs qui ont été faites, en particulier le 6 janvier 2021. Voilà, je continue de vous tenir au courant.